Aujourd'hui, chance énorme, ouverture d'une nouvelle série, ça je ne te l'ai pas dit. On va parler édition féministe, auto-édition féministe, un peu d'écriture, énormément de choses. On va surtout parler avec toi, Clémentine, de tout ce que tu fais, de plein de façons différentes. Clémentine, je t'ai rencontrée il y a un peu plus d'1 an maintenant. Tu m'avais contactée parce que tu m'as proposé d'écrire un texte pour la revue que tu édites avec ta sœur, Apolline, qui s'appelle Censored. Tout à fait. Je le prononce bien? Oui, très Parce bien. que là, je veux dire, j'ai pas réfléchi, mais directement je me lance dans les difficultés, mais à peu près comme on fonce dans les murs. C'est quand même une belle rencontre. Moi, je connaissais pas la revue avant, ça je dois aussi l'avouer. Et depuis, vous avez lancé les éditions Troubles, et vous avez édité, ça va être notre point de départ, et puis on va voir jusqu'où tout cela nous mène, un abécédaire d'auto-édition féministe. Et en même temps, donc cette revue, et on s'est revu hier au lancement d'un autre livre qui s'appelle Hard de Mardi Forestier. Alors on va faire des miniatures là. Alors, toi tu m'avais contacté pour ce numéro de revue qui est incroyable parce qu'en fait c'est un vrai pli, comme on dit. Et tout le numéro est incroyable. Il n'est pas encore sorti. Il arrive bientôt. Le prochain, le numéro 10. Et normalement, on parle de l'abécédaire. J'aurais dû tout préparer, mais moi j'avais envie de faire la gym en live. D'auto-édition féministe qui est là. Alors attends, on va tout montrer. Et il faut quand même qu'on montre hard. Voilà. Et il y en a d'autres, mais là c'est ma collègue perso qui est juste là. Tac. Alors, je suis pas très à droite de même. Et peut-être qu'on va commencer... Waouh, c'est le moment de sourire. On va commencer par... on s'était dit qu'on allait commencer par l'abécédaire d'auto-édition féministe, qui a à peu près 1 an maintenant. C'est ça, il est sorti en mars 2024. Et à partir de là, aller vers un peu tout ce que vous avez fait avec Apolline. Là, vous êtes vraiment sur un livre à toutes les deux. Exactement, on l'a co-signé ensemble et c'est vraiment le fruit de 5 ans, 6 ans d'édition et d'apprentissage un peu autodidacte de l'édition à 2. Et alors, voilà, donc vous créez une revue qui est incroyable, qui est là pendant... vous bossez comme des brutes pendant 6 ans, et au lieu de se dire, tiens, on va prendre des vacances, on va faire un bouquin pour expliquer aux gens comment bosser. Qu'est-ce qui s'est passé pour faire ça? Non, je te taquine un peu, mais c'est du boulot, quoi, de transmettre aussi tous ces apprentissages, parce que vous étiez autodidacte quand vous avez lancé la revue. Oui, et en fait, c'est exactement pour ça qu'on a décidé d'écrire ce livre. Alors, sur la question du repos, effectivement, c'est quelque chose sur lequel on travaille actuellement, parce qu'il faut aussi qu'on prenne le temps de prendre soin de nous. Mais en tout cas... On travaille pour le repos, c'est affreux. Ouais, c'est terrible. Non, mais ça dit quelque chose du monde dans lequel on vit. Ouais. Mais on en parle dans le livre, en fait, aussi. C'est un abécédaire, donc il y a vraiment plein d'entrées différentes, plein de mots, dont un qui s'appelle Burnout, pour la petite info. Mais ouais, c'est un livre, en fait, on s'est dit que nous, quand on a créé Censored, donc il y a 6 ans maintenant, c'était fin 2018, il me semble, on a été heurté par pas mal d'obstacles et pas mal de réticences de la part de personnes qui avaient déjà des maisons d'édition, des revues, qui tout simplement n'avaient pas forcément le temps de nous expliquer comment faire, comment créer une revue, comment éditer, ou envie. Et en fait, il y avait vraiment ce truc-là, parce qu'au début, on commençait à contacter des revues sans faire la distinction entre toutes, et on a contacté par exemple des revues qui, elles, fonctionnaient avec de la publicité. Ouais. Et qui dit publicité, dit tirage par exemple qui doit rester secret, parce qu'en fait pour nos annonceurs on doit pas trop dire, parce qu'en fait souvent c'est revu à la hausse. Ce qu'on a appris, c'est qu'il y avait par exemple un tirage officiel et un tirage officieux. Ouais. Donc toutes ces choses-là ont été compliquées. Alors ça on va l'expliquer, il y a un tirage officiel parce que ça permet de vendre les publicités plus chères. Et donc on va plus se financer, mais dans les faits on peut par exemple imprimer les numéros, mais pour qu'ils aillent au pilon derrière. Exactement, et ça coûte moins cher d'imprimer plus, de mettre au pilon que de les garder ou de les récupérer. Enfin bon, ça c'est des détails techniques qu'on aborde dans ce livre. Mais ça c'est super parce que justement c'est hyper technique donc c'est un manuel, mais c'est pas un manuel dans le sens où on va commencer par quelque chose et aller ensuite, c'est un abécédaire.
En fait, on voulait quelque chose d'assez accessible parce qu'on est autodidacte, donc abécédaire, vraiment de façon très simple. On s'est dit que ça pouvait être une bonne façon de transmettre notre savoir, qui est un savoir, donc on se situe évidemment au début, on fait pas mal de disclaimers, à tel point que les personnes qui nous ont relus nous ont dit les filles, soyez peut-être moins humbles aussi, parce que... mais en fait, on essaye de... Je veux que le sommaire, comme ça, les gens ont tout de suite une idée. Mais c'était une façon accessible, disons, de parler. Et c'est un mélange à la fois de réflexion, pas philosophique, mais enfin de quelles leçons on tire de certaines choses. Par exemple, je pense au mot brouillon, dans lequel on a pris le temps de réfléchir à qu'est-ce que c'était qu'un brouillon et toute la question du process aussi, et tout le processus d'écriture. Ou alors des choses beaucoup plus techniques, par exemple, comment on convertit une image de RVB à CMJN pour que ça puisse être imprimable. Donc voilà, il y a plein de formes différentes et il y a plein de sujets qu'on aborde. On a essayé d'être exhaustif, mais on sait qu'on l'est pas, parce que c'est toujours long, c'est très très long. Mais on a essayé de toutes les choses qui nous semblaient importantes de les transmettre. Alors, c'est ultra fort, c'est ultra précieux. Moi, je fais partie des gens, j'en parlais il y a peu avec un copain, j'adore le catalogue des objets introuvables de Karl Mann, je sais pas si tu vois ce que c'est. Non, je ne sais pas. Ah ben, je te montrerai, mais en expliquant vite fait, c'est vraiment quelqu'un qui reprenait les catalogues de la manufacture de Saint-Étienne pour faire des espèces de pastiches d'objets qui fonctionnent pas, donc toi des théières à l'envers ou des trucs comme ça. Donc moi, c'est un délire depuis que je suis gamine, les vitrines magiques. Et en même temps, moi j'adorais les méga activités, tu vois, ou les castors juniors. Et on est dans quelque chose ici, bon, qui est plus quand même pratique, mais artistique dans le sens, alors pas dans la façon de Karl Mann, mais on est quand même dans un bel objet. C'est un bel objet. Enfin, voilà, où il y a, dans tout ce que vous faites, il y a un soin esthétique et textuel. Là, moi, je vais juste montrer, là, d'avoir une typographie qui n'est pas droite, et qui en plus est travaillée comme on l'a en couverture et à d'autres endroits, c'est fort, et ça ne se fait pas tout seul. Ça, c'est le travail d'Apolline. Donc, du coup, on est deux sœurs à avoir créé cette revue. Et Apolline a fait une école de mode et a une vision qui est, je pense, peu conventionnelle de l'édition. C'est relié à ce côté autodidacte dont on parlait, mais c'est aussi parce qu'elle est très créative et qu'elle est artiste aussi. Et donc, ça l'a amenée vers une approche très intuitive de l'édition, si bien qu'elle s'est mise à faire des typographies elle-même à la main. Par exemple, le titre abécédaire sur la couverture, c'est elle qui le dessinait de façon, sur des feuilles de papier, on scanne, on n'est pas du tout dans du digital. Et en fait, c'est vraiment un parti pris qu'on a développé de plus en plus, même avec la revue et avec nos éditions Trouble, et qui tient à cœur énormément à Apolline, donc de faire des beaux objets. L'abécédaire, en l'occurrence, on a essayé de le faire beaucoup plus simple parce qu'il y avait une question de coût aussi, on voulait qu'il soit accessible aussi financièrement, et donc forcément, qui dit aussi créativité dit parfois coût financier important. Je pense aux revues Sensor où parfois les papiers qu'on utilise sont plus onéreux, parce qu'on s'amuse, on fait des découpes, on fait plein de choses. Là, pour l'abécédaire, on a essayé d'être plus simple dans l'objet, même s'il y a quand même un travail. Il y a toujours tout est pensé, rien n'est laissé au hasard, et on aime bien dire que le fond et la forme doivent se répondre, doivent être une harmonie et doivent aussi faire passer des messages. C'est aussi cette idée de la forme qui est aussi une information. Et qui est un plaisir, qui est une sensorialité, qui va amener... voilà, le message, c'est aussi une esthétique, c'est un soin. Enfin, c'est pas forcément de la propagande, enfin, je prends un mot évidemment hyper caricatural pour le dire. Vous avez cette très très belle entrée qui est objet livre, OVNI, objet éditorial non identifié. Oui. Je veux dire, j'étais à deux doigts de pleurer avec ce côté hyper loisir créatif d'un côté et tout l'intérêt pour le livre. Oui, mais le côté loisir créatif est ultra présent en fait. Je pense à des éditions que je pense que tu n'as pas vues parce que ça a été tiré à, je sais pas, je crois que c'était 50 puis 100 exemplaires. On avait fait un petit fanzine de poésie en forme de cœur avec une couverture qui était en tissu. Voilà, il est à l'intérieur, voilà. Ou alors ce recueil de fables qui ressemble presque à un sac à main où en fait c'est une chaîne pour le tenir ou pour l'accrocher quelque part, qui s'ouvre à l'horizontale et qui a été illustré et où c'est des fables. En fait, on avait fait un appel à contribution et donc l'objet c'était de la tapisserie récupérée. On aime bien faire upcycler même des objets, des choses, des chaînes, de la tapisserie, des bouts de papier pour en créer des éditions. Ce qui fait que c'est, alors puis là je remonte celui-ci qui s'ouvre, bon, ça devient un objet quoi. Complètement. En fait, c'est relié aux thématiques aussi qu'on aborde à chaque fois.
Mais pour nous, si on faisait un papier, il y avait la question de l'archive et de ce qui reste, mais il y avait aussi la question de l'esthétique et de comment tu suscites des discussions aussi par des objets qui sont présents chez soi. Et donc au début, on s'était dit ça, on s'était dit, bah tiens, si ce magazine il trône chez quelqu'un sur sa table basse ou peu importe, il peut être l'objet de discussion, enfin c'était un peu aussi le but, c'est d'attiser un peu la curiosité. Et alors, Archive, moi, ça a été une de mes entrées préférées, en plus quasi immédiate, c'est là, deuxième après Accessibilité, qui m'a beaucoup plu aussi. Mais à Archive, je t'ai écrit en disant, oh, incroyable. Bon, comme quoi ça va très très vite. Peut-être que tu veux bien nous le lire. Ouais, bien sûr. Tu vois. Allez. Comme ça, on l'a à l'oreille, on reparlera de la En revue. plus, j'ai plus tout ce qu'on a écrit, je l'ai plus forcément en tête, donc c'est bien aussi que je me le relise. Donc archive. L'archive, c'est ce qui reste. Elle relie passé, présent, futur. Et lorsqu'elle concerne une communauté féministe, queer, une lutte, maintenir ce lien temporel et politique. Pour se dire que nous avons existé face au poids mort de l'histoire et qu'au-delà de survivre, nous avons écrit de la poésie, expérimenté, pris la pause, inventé des histoires, que nous nous sommes rassemblés dans la joie. Découvrir des centaines de décisions expérimentales, ou en tout cas pas mainstream, nous a permis de mieux comprendre pourquoi nous nous sommes mis à éditer à notre tour. Les publications ont toujours accompagné des révolutions féministes, queer, et ont su relier les pratiques artistiques aux réflexions politiques. Apprendre à connaître le rôle de l'archive est politique. Pour le sociologue, auteur et activiste queer Sam Boursier, faire archive soi-même représente une technique de contestation du patrimoine, qui sert à contrôler, à administrer, à discipliner les corps. Selon lui, nous ne devons pas attendre d'être mortes pour que quelqu'un raconte l'histoire à notre place. Ce qui l'intéresse le plus, l'archive qui n'existe pas encore, celle qu'on invente, donc là je cite, puisqu'il n'y a pas de vérité de l'archive. C'est aux gens de se décider d'exercer leur puissance archivale en se saisissant de tel ou tel thème qui les intéresse. Et on ne leur dira pas « Attention, si tu n'as pas 50 archives dans ton corpus, tu as tout raté ». Alors ok, il y a les pros de l'archive, mais pas que. Les archives doivent être vivantes. Cassons l'image des monuments poussiéreux inaccessibles, laissons des traces farfelues pour les adelphes du futur. En France, il y a aussi une séparation des archives par support. Les objets vont dans les musées, les documents aux archives nationales, les films à l'Inathèque. Nous ne voulons pas de ça, cette séparation n'a pas lieu d'être. La corne de brume d'Act Up doit voisiner avec les robes, les tracts, les comptes rendus de réunions, les néons de boîte de nuit et les cassettes porno. Chez Censored, parler d'archives a posé 2 questions. 1. Le passé. Quelles publications ont existé avant la nôtre, dans le monde, en France, dans quoi s'inscrit notre champ de recherche ? 2. Le futur. Comment faire pour que la revue ne tombe pas dans l'oubli et soit remise entre les mains de personnes qui sauront la conserver ? Plus techniquement, une archive est faite différemment lorsqu'elle est constituée par les personnes concernées et qui ont pleine conscience de la valeur de chaque objet. En 2017, lors d'une conférence de presse sur la question du projet de centre d'archives LGBTQIA+, à Paris, l'archiviste Hong Fan Bigot s'insurgeait en racontant comment les archives nationales avaient failli détruire l'ensemble de la comptabilité d'Act Up, et notamment la facture de la crémation au Père-Lachaise de Clousevele. Pardon, je ne sais pas si je prononce bien les noms. Je pense que je le ferai de la même façon. Voilà. Alors après, moi, on a tout de suite vu que j'avais quand même une... Bon. Pardon. Le second président de l'association. Donc là, je cite. Donc ça, c'était ce qui avait été dit par l'archiviste. Ce bout de papier, c'est quand même pas la même chose qu'une facture de fourniture. C'est pas un document qu'on jette comme ça. Si jeter à la poubelle revient à effacer l'histoire, le fait que des objets et documents soient mal archivés ou inaccessibles ne laisse presque aucune chance non plus. Une situation qui n'aurait pas lieu si l'archivage pouvait être effectué par les personnes concernées. Exactement comme il est important aujourd'hui de se laisser la parole aux personnes concernées, il est primordial que le travail d'archivage soit le fruit d'un travail commun. C'est la raison pour laquelle on voit fleurir d'autres circuits, faisant vivre des archives au-delà des forteresses administratives, et c'est pourquoi la culture du do-it-yourself a une dimension si politique. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle a été créé le podcast La Fièvre par le collectif Archives LGBTQI+, que des collectifs créent des pages Wikipédia de femmes oubliées de l'histoire, qu'il existe des comptes sur l'histoire de la communauté LGBT, que des comptes comme Décolonisons-nous racontent l'histoire du colonialisme et du racisme qui n'existent pas dans les livres d'histoire à l'école. C'est pour cette raison qu'il est important de prendre la parole pour raconter ce qui nous concerne.
je trouve là, c'est un grand mot. Ouais, non, je pense que là, ça dit déjà énormément. Après, on donne... beaucoup, mais... En plus, après, on part dans le technique, ouais, je vois, on donne des tips. Ouais, ben, c'est-à-dire comment on fait, à qui on envoie... Bah, par exemple, j'essaie d'être rapide, mais parce que c'est vrai que c'est intéressant. En fait, ce qu'on fait souvent dans chaque entrée, c'est une réflexion. Donc là, comme on l'a expliqué, de qu'est-ce que ça représente pour nous l'archive, qu'est-ce qu'on a compris de ce mot « nous ». On donne quelques exemples et ensuite on donne des détails, des conseils plus techniques. Donc là par exemple c'était si jamais comment on voudrait faire archiver la revue Censored par exemple, et bien par des fonds d'archives, donc par exemple on cite les archives du féminisme à Angers, les archives lesbiennes, le fonds Monique Wittig, enfin on cite un peu tout ce qu'on connaît, on cite les anciennes revues qu'on a connues, donc par rapport au passé, donc je parle de Vlasta, Nouvelles questions féministes, Chrysalide, Sinister Wisdom, Conditions, Sorcières, Pli 007, enfin bon. Et l'idée, c'est de jamais être exhaustive, mais de donner des pistes, en tout cas, oui. Très très pratique. Voilà. Et puis avec cette, tu vois, le départ de cette entrée, je te remercie vraiment grandement, parce que c'est quand même fou de t'entendre le lire aussi. Pardon, j'ai buté sur les mots, c'est plus facile d'écrire que d'être à l'oral. C'est très très précieux. Mais cette archive, c'est aussi le sous-titre de la revue finalement. Ouais, alors en fait, ça l'est devenu. Il y a aussi une histoire de l'archive ou de se voir comme archive. Ouais, je pense qu'il y a eu un avant, après. La revue, on l'a commencé donc en 2018. Il y a eu 4 numéros qui sont sortis, qu'on n'a plus maintenant, et qui effectivement, même dans la maquette et le design, ne sont pas similaires à ceux-là. Ils étaient moins objets. Et bon, il y a eu le confinement. Moment où, dans le malheur de plein de monde, nous, on a d'un coup pu travailler à 100% sur la revue. Et là, on a pris le temps de réfléchir et on s'est dit, ok, comment on voit Censored? Et puis nous, on le visualisait. On aime bien faire ce travail aussi de visualisation du futur. Et on a vu Censored, non pas comme un... En fait, on s'est détaché de cet imaginaire de la presse, parce qu'au début, l'idée c'était un petit peu d'être plutôt dans de la périodicité, dans un truc assez régulier, de façon rapprochée. C'était trimestriel à cette époque. Voilà, exactement. Et après on s'est dit non mais en fait, déjà nous on n'a pas les moyens de continuer à être trimestriel, c'est très compliqué. Et surtout on s'est dit on aimait bien l'idée de faire des beaux objets, on avait envie d'être plus dans la créativité de l'objet, et d'avoir ce truc, on sait pas trop pourquoi, mais de l'archive où on raconte des histoires, et où même on publie des textes qui seraient donc des brouillons de futurs bouquins, et donc comme ça, comme un gros pavé en fait, on voyait ce truc là, et donc de l'archive ça nous a fait penser à des bibliothèques, à des trucs reliés... je sais pas, la dimension, l'esthétique de l'archive en fait nous a intéressés aussi. Et on a créé donc ce 5e numéro, en 2021 je crois, qui s'appelait Archive intime... Non, qui s'appelait Transmission. Okay. Et le sous-titre était Archive intime et politique. C'est là qu'il est arrivé. Et là il est arrivé, donc avec cette nouvelle esthétique, avec la ligne éditoriale nouvelle, enfin voilà, on a vraiment tout revu. Et depuis ce jour, depuis le moment où on a commencé à travailler là-dessus, c'est d'ailleurs dans ce numéro qu'on a interviewé Sam Boursier, et parmi d'autres personnes, on s'est dit que en fait, l'archive était intéressante. En fait, nous, quand on a créé la revue, on connaissait de notre enfance résidentielle de la banlieue lyonnaise, on connaissait que le Elle Magazine, quoi. Et, enfin j'exagère un peu les traits, mais on connaissait pas du tout les revues qu'on cite. Mais parce que ça n'a rien d'évident. Oui, et parce qu'en fait, l'invisibilisation de ces pans-là de l'histoire, de fait, est très présente. Enfin, je veux dire... à moins qu'on fasse de la recherche, enfin je veux dire, tout le monde n'a pas accès à ces revues qui ont existé dans les années 70 par exemple, ou 80, ou qui sont plus confidentielles. Et nous on a commencé à faire sans savoir que en fait ce qu'on faisait ressemblait vachement au final à des trucs qui existaient déjà. Donc on s'est dit, mais en fait on est comme des poissons rouges dans un bocal, on va recommencer tout le temps, c'est-à-dire que même nous, si on fait la revue, qu'elle s'arrête, et que dans 20 ans, 30 ans... l'invisibilisation jette son sort, voilà, et bien peut-être qu'encore dans 30 ans, il y aura encore d'autres personnes qui vont dire ah tiens, on a inventé quelque chose. Enfin, nous, on a eu cet émerveillement de se dire purée, on n'a pas inventé en fait. On pensait avoir inventé, mais ça a été positif de dire punaise, ça fait du bien de voir qu'on avait une linéarité aussi avec de précédentes publications. Donc voilà, je me suis un peu perdue dans le... Non, c'est super. Et puis, moi, ce que j'aime énormément aussi, c'est archives intimes et politique. Et donc, c'est des mots qui vont pas nécessairement ensemble. Non, alors c'est évidemment une référence aussi à plein de luttes féministes, mais... C'est-à-dire au slogan, par exemple, le privé est politique. Comme exactement. Ça, hop, je me permets de... Merci pour la précision. Mais en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, on a réalisé une chose, en même temps qu'on créait cet objet plus archive, c'est que les personnes qu'on invitait dans nos pages,
parfois on attendait de ces personnes plutôt des analyses journalistiques au début. Et en fait, ces personnes-là nous sortaient des trucs mais méga intimes, à tel point que, on leur disait, t'es sûr que t'es ok avec ça, parce que ça va quand même être publié et tout. Et en fait, on a ressenti cet immense cadeau que ces gens nous faisaient de se livrer entièrement, et il y avait quelque chose d'assez cathartique en fait. Je sais pas ce qui s'est passé, mais dans la rue Sensord, il y a des trucs très cathartiques pour plein de gens, y compris de personnes qui sont très très reconnues d'un point de vue journalistique ou analytique, qui d'un coup vont nous écrire des textes intimes en fait. Et donc déjà, ça nous a fait réfléchir, on s'est dit ok, donc les personnes ont confiance en nous, il y a de l'intime qui se produit à l'intérieur, il y a du témoignage, c'était intéressant. C'est possible. Et ouais, et en fait on s'est dit, c'est marrant parce qu'en fait, ça fait une mise en commun de textes intimes, et en réfléchissant à ce slogan, le privé est politique, et en lisant, je crois que c'est Bell Hooks, on s'est rendu compte que l'intime ne suffisait absolument pas à révolutionner les choses, et donc il fallait absolument le dépasser, que c'était bien de se rendre compte de sa situation quand on est une femme, par exemple. Je pense à nos mères, ou à des trucs... quand t'es une femme blanche, du coup avec certains privilèges et d'autres oppressions, c'est bien de te rendre compte de certaines choses, mais en fait, tant que tu mets pas en commun, tant que tu penses pas de façon plus intersectionnelle et que tu relis pas les luttes, de toi. Exactement, en fait tu vas nulle part. Et que tu relis pas ton intime à d'autres causes. Exactement. Et donc, ça a été une réflexion qu'on a voulu porter dans Sensord, et c'est un peu le cas. Du coup, c'est toujours un mix entre pas mal de choses. On ne veut pas se limiter à l'intime quelque part. Il y a un peu cette idée-là. Et alors là, moi je trouve que dans l'abécédaire comme dans la revue, la question donc, de l'intersectionnalité, quand tu cites Bell Hooks, elle apparaît immédiatement, mais de toute façon elle est explicite tout le temps. Elle est constante. Sauf que là, on ne parle pas de mots, on parle de pratique. De vous le faites. Donc l'abécédaire permet aussi d'expliciter ce que vous faites en pratique, et à quel point c'est aussi galère en fait de le faire. Il y a notamment l'entrée White Guys qui est hyper importante. Ouais, complètement. En fait, déjà... Alors, il y a eu un groupe d'éditrices qui sont rassemblées sous le nom de Édité en féministe. C'était peut-être il y a 1 an ou 2, je sais plus, et qui a été assez déclencheur aussi. Bon, c'est des choses qu'on savait déjà, mais en fait, ça a été dit oralement et de façon tout à fait assumée que, par exemple, le monde de l'édition, même indépendante, était très blanc. Bon, comme plein d'autres domaines, mais en fait, du coup, nous, la première chose, je pense qu'on a faite, c'est de se dire, nous aussi, en fait, on est blanches, quoi, on est 2 sœurs, et donc... on s'est dit comment on peut faire pour mettre en place des choses pour pallier à ça. Et en fait, effectivement, on n'a pas besoin de tergiverser mille ans. Nous, ce qu'on veut, c'est pas tellement effectivement en parler pendant 1000 ans, c'est plutôt agir. Et donc là, après c'est assez récent parce que ça fait 1 an qu'on a la maison d'édition, mais par exemple, on sait que, évidemment, on fait vachement attention à ça, mais que aussi, lorsqu'il s'agit d'éditer un texte, si jamais on édite une personne qui est racisée, et qui parle de sujets sur ces questions-là, l'idée n'est pas toujours de renvoyer, mais de créer un peu des formes de comités éditoriaux pour être sûr qu'en fait notre white gaze à nous ne prendrait pas le dessus sur le texte de quelqu'un et qui viendrait entacher ou biaiser ou créer un problème en fait dans l'acte d'éditer. C'est-à-dire que finalement c'est conscientiser certaines limites et y répondre par du collectif. Exactement. Et ça, c'est notamment le cas on en discutait hier au lancement de Hard, il y a eu des comités éditoriaux, il y a des comités éditoriaux pour la revue. Pour White Gaze, il y a aussi une dimension complètement pratique qui est la photographie. Oui. Oui, c'est vrai que j'ai plus en tête tout ce qu'on a expliqué sur White Gaze, mais... Oui, là, en fait... C'est pas un contrôle de connaissances. Hein. Non, mais pour la question de l'image, c'était un truc super... par exemple... Et ça, c'est un truc qui est présent dans le monde de la photographie, par exemple. Photographier des corps blancs et des corps noirs, ça n'est pas la même chose en termes de lumière, de tout ça. Et en fait, réfléchir à qui photographie qui, c'est important, en fait. Si on décide de faire toute une série photographique où la personne est noire, par exemple, on veut éviter que ce soit une photographe blanche, par exemple. On essaye ou alors de réfléchir à comment t'es coiffée, toutes ces questions-là. Et puis c'est pas les noirs photographient les noirs. Non. C'est des gens qui savent photographier les personnes noires, vont photographier des personnes noires. Exactement. Et là, ça c'est aussi, mais il y a par exemple sur la question de quel setup pour un shooting, c'est... en fait...
je me disais en vous lisant, c'est-à-dire expliciter les besoins, les attentes et les désirs d'à peu près tout le monde pour qu'il y ait des règles communes pour fonctionner sur un travail en collectif. Oui. Donc l'alimentation, certaines règles de vie, enfin... Exactement, c'est être le plus explicite possible, le plus transparente possible, et j'ai envie de dire le plus humble possible aussi. Enfin, on veut pas cacher les limites qu'on a, parce que c'est pas comme en général, enfin, je crois que quand il y a un conflit ou un problème, c'est pas en voulant cacher les torts qu'on a, enfin, ou le problème qu'on peut avoir qu'on va avancer. Donc l'idée c'est d'être très très honnête en fait, tout simplement. Mais c'est très difficile, et en plus là on parle quand même d'édition, d'auto-édition, de revues, maintenant de littérature, c'est-à-dire aussi en effaçant l'octorialité en fait. En effaçant le contrôle que peut avoir les instances d'édition sur les auteurs, les autoristes. Ouais, alors je sais pas si j'ai bien compris ta question, mais en tout cas... Bah, en fait, c'est-à-dire, je vais la reformuler, c'est en allant vers l'horizontalité. Oui, oui, complètement. Et donc en effaçant la verticalité de l'édition. En fait, bah, par exemple, hier, ça me pensait à la rencontre avec Mardi Forestier. Moi, c'est vrai que, parce qu'elle l'a dit, on a fonctionné donc en collectif sur le regard, sur l'édition du texte. Donc il y avait moi qui était un peu l'éditrice... pas tellement principale, mais en tout cas la première centrale, mais enfin, dans le sens où j'ai récupéré le texte, j'ai dit ok, je veux qu'on publie ce texte. Et qui centralise. Qui coordonne, etc. J'ai évidemment fait des retours sur le texte, mais ce que je lui ai dit en premier à Mardi, c'est je veux que tu sois contente de ton texte autant qu'on le sera. Et effectivement, moi j'ai jamais travaillé dans une maison d'édition en fait. Donc en fait, parfois j'entends dire ah oui, mais c'est vachement bien comment vous fonctionnez parce que moi là c'est compliqué, enfin j'ai pas eu autant de liberté, enfin je suis de personne, mais je me suis dit tiens, mais en fait moi je l'ai fait assez naturellement ce truc là de... Pour moi c'est important, enfin je sais pas, je me mets à la place de chaque personne qui écrit un texte. Alors il y a des compromis à trouver évidemment, pour des questions de clarté, pour des questions de ligne éditoriale, pour des questions diverses budgétaires, mais je trouve que c'est important quand même de laisser la place à la personne qui écrit, parce que c'est quand même son nom qui est sur le livre, c'est sa pensée, c'est son univers, c'est son imaginaire, et donc pour moi la qualité elle va pas sans la satisfaction aussi de la personne, quoi. Et ça va vraiment aussi du côté du soin et de l'accompagnement. Et j'ai l'impression que la revue le faisait déjà, les éditions, l'édition également, et l'abécédaire finalement le met en pratique, mais jusque dans le fait d'être un abécédaire et pas un manuel. C'est-à-dire un manuel, il te prend par la main, il te dit tu commences par là, etc. Et vous dites comment vous avez commencé, mais vous prenez pas par la main, vous donnez les ressources. Enfin, est-ce que la forme de l'abécédaire, elle est arrivée d'emblée, par exemple ? Ouais, complètement. Mais alors, il y a un truc qui se passe, et je saurais pas, enfin, c'est pas pour dire qu'on est des génies de quoi ou quoi, hein, mais c'est juste que, en fait, souvent, on fait des choses, et puis c'est après qu'on va intellectualiser, typiquement, chaque thème, chaque forme de numéro, à la fin, on se dit, oh, mais en fait, on a compris pourquoi on voulait parler de ça et ça et de ça, alors que le nom de ça, enfin... En fait, à la fin, tout se relie, et l'abécédaire, c'était ça aussi, c'est souvent cette question-là qui revient, c'est... on fait et après on réfléchit. Donc c'est une approche pas logique, mais on a confiance un peu en notre intuition. Et en tout cas, sur l'abécédaire, c'était ça qui était clair et net. On voulait pas faire de... Non, en fait, l'abécédaire, c'est vachement très subjectif. Enfin, on donne, nous, ce qu'on sait. On sait que c'est une façon d'éditer, que c'est une façon de voir les choses. Et on le dit et le redit à l'intérieur, c'est peut-être pas la meilleure, mais en tout cas, c'est notre recette. Moi, elle me donne envie d'être éditrice, donc en tout cas, elle a au moins cet intérêt, c'est hyper stimulant, ça donne envie, et en plus, ça pose les questions et ce qui peut être fait, et le faisable de manière extrêmement concrète. Alors, il y a même un exemple de budget qui est scanné à l'intérieur. Voilà, en plein dedans, on va le montrer. Donc vraiment, pour montrer aussi qu'on peut absolument tout penser. Et ça, c'est extrêmement précieux parce que c'est très libérateur, parce qu'en fait, c'est une façon de désigner les libertés qu'on peut avoir. Oui, et puis nous, vraiment, c'était aussi une façon de casser l'approche concurrentielle, rivale même aussi. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi le mot féministe qui est sur la couverture. Et parce qu'en fait, je pense qu'on s'est senti seul à des moments. Et donc, ce qu'on a voulu, au lieu de dire, puisqu'on s'est senti seul, et vous aussi vous sentirez seul, non... On s'est dit, on va casser cette solitude-là aussi en faisant ce livre. Et ça, c'est... Non, mais il est incroyable. Il commence par une question qui est essentielle.
et donc ça tombe peut-être bien qu'elle soit la première, alors que Zine est la dernière d'ailleurs. Oui. Accessibilité. Oui. Oui, ce qui passe par beaucoup de sujets différents. Là, je l'ai sous les yeux. Je vois que je me rappelle en même temps que je relis. C'est un peu émouvant à voir. Parce que je te vois ton souvenir, ou je te vois ton souvenir. Ouais, bah oui, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce mot en plus. Donc, on a commencé. Bon, il y avait la question, il y a la question financière de l'accessibilité. Il y a la question des couleurs. Là, je vois les couleurs, les typographies, les marges, enfin tout ce qui est vraiment dans le design de l'objet. Enfin, effectivement, Apolline a une façon très expérimentale aussi de faire de la typographie, par exemple. Et à un moment, on en a parlé ensemble, on s'est dit, bon, c'est trop beau, c'est de l'art, hein, c'est super, mais est-ce que tout le monde arrive à le lire, par exemple? Enfin, c'est des questions qu'on se pose, et c'est pas nous seuls qui le faisons, hein. Quand je dis ça, c'est aussi parce que nous, on a eu la chance d'avoir accès, je sais pas, à des activistes autour de nous, à des personnes super bienveillantes qui produisent des réflexions dont on se nourrit. Et donc c'est pour ça aussi, et c'est un truc sur lequel j'insiste aussi sur cet abécédaire, c'est que oui, on livre notre témoignage, etc., mais en fait on donne aussi pas mal de ressources extérieures, parce que bien sûr qu'on n'a pas inventé tout ça, enfin toutes ces pratiques-là, on les a pas sorties de notre chapeau, c'est des choses qu'on a apprises avec le temps et en rencontrant des personnes qu'on cite à l'intérieur. C'est aussi ressources, quoi, vraiment. Voilà. Mais c'est hyper... parce qu'il y a des endroits où il y a vraiment la checklist des choses à vérifier avant de lancer l'impression, des exemples très très concrets de couleurs, contrastes, des astuces techniques. Hein. Donc ça c'est vraiment le côté méga activité junior que j'adore, donc plutôt junior pas forcément, et encore, mais ça c'est encore une autre question. Tout ce qui est de l'ordre de vos réflexions qui sont toujours en cours sur le collectif, donc l'accessibilité, le fait d'être ensemble et de faire des choses à partir de vous deux, mais qui sont dans un au-delà et qui ne sont pas forcément toujours dans un collectif institué, mais qui sont dans une pensée systématiquement collective. Et ça, c'est extrêmement fort. C'est-à-dire comment on fait place aux autres, à tous les niveaux de l'édition, et puis même, j'ai envie de dire, des éditions troubles comme de la revue, quoi. Et en même temps, comment faire tout ça en faisant beau. Il reste quoi pour les autres, et en même temps, il reste tout, puisque c'est justement le collectif qui est lancé. C'est incroyable d'arriver à faire tout ça en même temps. Bon, par là, je suis en train de... je sais pas. d'être intimidante, mais moi, ça m'a vraiment soufflé. Et notamment avec cette question donc, de l'accessibilité, il y a la question inverse, qui est celle de l'illisibilité, et notamment que l'on peut avoir quand on est queer, ou sur d'autres... identités ou projets politiques qui sont pas forcément évidents, mais qui sont justement, tu vois, tu disais que vous réfléchissiez après et que la théorisation venait après la pratique. C'est ça aussi, cette question d'illisibilité. C'est-à-dire, c'est aussi une question qui est politique, c'est on fait des choses sans forcément en avoir la théorie. Et en fait, je crois que c'est comme ça qu'on les fait vraiment. Je pense que c'est simplement parce qu'on n'a pas de formation. En fait, on n'a pas eu de cadre de base. Donc forcément... ça a donné lieu à plein d'erreurs et évidemment, enfin, de trucs qui nous ont fatigués, qui demandaient beaucoup trop d'énergie pour rien, enfin, évidemment. Mais je pense que c'est ça qui nous a permis de voir un peu les choses autrement. Et oui, c'est vrai qu'on s'est pas posé trop de questions. Enfin, mais au début, il y a un moment, on s'est dit, attends, même sur les questions féministes et queer, par exemple, on s'est dit, mais attends, est-ce qu'il faut qu'on fasse un doctorat, enfin des études en féminisme, finalement, parce que... Mais après, on se documente beaucoup, hein, je dis pas, on n'a pas non plus fait nimp d'un coup, mais... Je pense pas que qui que ce soit se le dise. Non, mais parce que mais vraiment, ça a été une question à un moment, on s'est dit, à quel point on est légitime, en fait, enfin, la question de la légitimité, on se la pose tout le temps, et en même temps, on se la pose pas, c'est assez ambivalent, je sais pas comment expliquer, mais en fait, on le fait, mais en fait, c'est pas notre cerveau qui pense, je pense que c'est notre sensibilité, c'est notre... il y a quelque chose de cet ordre-là, en fait. Et moi, je trouve que ça rejoint ce que tu dis sur l'illisibilité queer, c'est-à-dire le fait de ne pas forcément se comprendre à soi, mais d'arriver à se lire peut-être aussi progressivement. Et j'ai l'impression qu'une grande part de votre boulot, sans que ce soit dit, mais revient aussi à ça. Et que ça, c'est hyper beau. Mais bon, là, voilà, je suis en train de faire une envolée lyrique. T'es pas obligée de rebondir là-dessus. Oui, mais il y a quelque chose aussi, je sais pas, on essaye de donner... En fait, ce qu'on veut faire, c'est créer un espace. Ouais. C'est un lieu imaginaire. Ou plusieurs, j'en sais rien, ça prend la forme qu'on veut, mais c'est quelque chose qui a un espace dans lequel on puisse expérimenter. C'est vraiment ça le sujet. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on invite effectivement des femmes, des personnes queer, avec cette vision aussi intersectionnelle,
pour venir faire des choses dedans. On donne pas tellement de règles en fait. Donc il y a des personnes que ça peut perturber, parce qu'on n'a pas forcément toujours l'habitude de pas avoir de... Bon, après on essaie de cadrer quand même parfois, parce que même il y a des fois où bon, j'abuse un peu, on me dit mais quelle longueur de mon texte, je sais pas comme tu veux, c'est peut-être un peu trop parfois. Mais donc on cadre, puis avec l'expérience maintenant on sait faire, mais ça donne lieu à des choses assez surprenantes et assez libératrices, je pense, pour les gens. Et c'est un espace, effectivement, où on veut aussi rendre visible et où on y va... on veut jouer la carte de la confiance aussi avec les personnes, quoi. Enfin, après, c'est des personnes qu'on sélectionne aussi, évidemment. Hein, on ne prend pas n'importe qui dans la rue. Mais en même temps, parfois, ça m'est déjà arrivé, je sais pas, de sentir quelque chose. On se disait, non mais cette personne, je trouve que c'est intéressant, j'ai entendu parler une fois. Et je me dis que sur ce thème, qui n'a rien à voir... ça pourrait être intéressant, et en fait ça a toujours donné lieu à des belles surprises. Alors je pense que c'est un peu ce que tu as fait quand tu m'as contactée, ou pas loin. Je crois. Mais, en tout cas c'était une rencontre téléphonique assez intense au départ, effectivement, avec peu de règles. Moi j'arrivais avec, j'avais fait mon essai, je suis académique, et tu m'as dit... c'était pour écrire une lettre, mais c'était quand même j'écrivais vraiment ce que je voulais, donc je dis bah ça part sur de la science-fiction quoi, évidemment. Enfin moi si tu me dis ce que je peux faire, bah je vais faire absolument pas ça, mais je comprends en quoi ça peut perdre un peu. Et ça, comment ça se passe en fait ces moments-là en fait, il y a une forme de veille, c'est juste une curiosité, c'est... Oui, c'est la curiosité, je pense. Je pense qu'il y a quelque chose de même très obsessionnel dans la quête de qui peut apporter des réponses à des questions qu'on va se poser. Par exemple, quand on sait qu'on va faire un numéro Censored, on identifie le thème. Donc là, en l'occurrence, quand tu as participé à ce numéro, le thème c'était le temps, qui était sous forme d'enveloppe, parce qu'au début, on s'est un peu merdé. On voulait que ça fasse comme un... mince, comment on appelle ça, les cadavres exquis. Au début, on voulait faire un cadavre exquis avec que des textes, où limite on montre à la nouvelle personne que la dernière phrase, enfin que ce soit quelque chose en textuel, quoi. Et on s'est rendu compte qu'on n'avait pas du tout le temps. Enfin, on aurait dû commencer il y a 2 ans pour faire ça, pour que tout le monde ait le temps d'écrire les uns une après les autres. Mais on aimait bien le format de lettres pour la question du temps. Et donc on savait qu'on avait envie d'inviter des personnes à faire ça. Pour ce sujet, on a pensé à plein de choses. On a pensé à la question de l'amour, on a pensé à la question du travail aussi beaucoup. Enfin, c'est un peu comme d'habitude dans chaque thème, ça part un peu dans tous les sens. Et ayant lu ton livre et commençant à être curieuse de ton travail, je sais pas comment dire, non, je sais pas, je me suis dit tiens, et si j'essayais. En fait, c'est de la tentative aussi, c'est aussi pour voir comment les personnes... Parce que ça arrive que ça ne donne pas lieu à quelque chose, hein, mais c'est pas si fréquent au final. Mais en fait, j'aime bien, on se téléphone, je sais pas, d'abord on va boire un café, en fonction de là où on est géographiquement, quoi, et on discute. Et selon la discussion, comment elle se profile, ça donne toujours lieu à un texte ou à... je sais pas comment dire. Non, mais c'est des rencontres, quoi. Ouais, c'est des rencontres. Il y a quelque chose qui se fait, il y a l'intuition d'une rencontre et cette rencontre qui se réalise, quoi. Exactement. Et en tout cas, bon, je me permets de dire que ça marche, quoi. Ça marche vraiment. Enfin, tout à l'heure, je te disais, ça m'a donné une légitimité sur un champ qui n'est pas le mien, ça m'a fait vraiment du bien. Donc pour le coup, c'est mon premier texte littéraire. Enfin, donc c'est une expérience, enfin, mon premier texte littéraire publié, c'est quand même pas rien. Et en plus, vous rémunérez vos collaboratrices, vos autrices. Oui. Alors que vous ne vous rémunérez pas. Moi, je trouve ça scandaleux. Mais non, mais en fait, c'est compliqué parce que, bon, il y a il y a beaucoup de choses à dire sur le côté éditorial, mais il y a aussi beaucoup de choses à dire sur les questions économiques et de structure, parce que, justement, ce sont des impensés, c'est des choses qui ne sont pas dites. Dans les milieux indés engagés, en fait, c'est tabou de parler d'argent, par exemple. Et, bon, nous, on s'est dit... on peut pas continuer, parce que les 2-3 premiers numéros ont été faits entièrement bénévolement par tout le monde. Ouais. En fait, les ventes, et c'était déjà une chance, permettaient simplement de payer l'imprimeur. Okay. Donc ça nous permettait de réinjecter 3 fois. Et après, on s'est dit non mais attends, pause. Faut quand même qu'on paye les gens. Enfin, on peut pas faire un truc féministe et exploiter des personnes. Enfin, donc c'était pas ok, c'est pas aligné. Donc on a commencé avec au début des petites enveloppes. Je crois qu'on était à 80 € par personne. Aujourd'hui, on est à 200 et on essayait... Après, on fluctue parce que selon il y a eu des fois où on était revenu à 100, c'était à 150, un à 200. Ouais. C'est selon aussi les enveloppes qu'on a, mais en tout cas, on veut toujours pouvoir le faire. Ouais. Et donc, oui, et nous, non, on se paye pas parce que... parce qu'il n'y a plus assez et que notre travail est trop important. Enfin, la revue n'existerait pas si on devait se rémunérer, en fait.
Et je pense que ça a été aussi, nous, notre terrain de jeu à nous, en fait. Enfin, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que dans la revue et dans les livres, etc., quand je disais on se pose une question sur un thème, en fait, on se pose une question d'abord, Apolline et moi, toutes les deux, sur, qui est reliée soit à des choses intimes, perso, qui nous traversent, soit par rapport à ce qui se passe dans la société, dans le monde actuel. Enfin... Mais qui traverse aussi. Oui, tout ça. Voilà. Mais donc, en fait, tout est prétexte pour nous à des rencontres, à de la curiosité. En fait, c'est ça qu'on fait. Donc, c'est une enquête géante. On aime bien dire ça, qu'on fait une enquête géante. Et d'ailleurs, dans chaque numéro, c'est imbibé de nos réflexions à nous. Par exemple, je pense à un numéro qui s'appelait Living in the Fantasy World, qui avait pour thème habiter l'espace, l'architecture, le vivre autrement, et qui était directement relié à ma question qui t'intéresse, mais qui est de comment vivre autrement, hors des schémas hétéropatriarcaux, et sur, voilà, j'ai pas envie d'avoir un mari, un chien, une maison, enfin comment on habite autrement. C'était, voilà, dedans on parlait des béguinages, de plein d'autres formes de comment on habite autrement. Et ça, c'était c'est moi qui me posais la question. À ce moment-là, je me disais, ok, j'ai 30 ans, où est-ce que j'ai envie de vivre, et donc ça a fait un numéro en fait. Et donc c'est toujours des trucs comme ça qui se passent. Le numéro sur le temps, c'est un numéro qu'on a construit pendant qu'il y avait toutes les manifs sur la réforme des retraites. Donc, et sur la question de comment on passe notre vie en fait à travailler, comment on vit. Donc voilà, tout est relié et on ne sait pas trop comment on choisit les thèmes, quoi. Ils s'imposent. Oui, ils s'imposent. Ils arrivent et puis donc et avec cette chose incroyable que là donc moi, je l'ai lu alors que c'est une avant-première, donc on tourne le 17 octobre, on verra quand est-ce qu'on publiera la vidéo. Oui. Mais donc là moi j'ai l'avant-première ahurissante à laquelle je m'attendais pas, donc un immense merci pour ce cadeau impromptu. Pour le sacré, le sacré apparaît dans ce numéro sur des choses qui sont donc religieuses, ça on pouvait s'y attendre, on aurait pu penser à du Marcel Gaucher, le sacré, le désenchantement du monde, ou des choses comme ça. C'est absolument pas comme ça que vous travaillez et que les choses se passent. Non mais je caricature l'universitaire, ça me permet de mettre un petit taquet à Marcel Gaucher en passant, mais ça c'est juste pour le plaisir. Mais le sacré, voilà, mange l'huître sacrée. C'est incroyable. Mais il va aussi passer, par exemple, j'ai été très, très marquée par le passage sur les légendes urbaines ou celui sur les objets dans ce numéro. Oui, qui est très présente, ouais. Et donc des choses qui... Alors les objets, c'est vraiment une constante quand même, je crois, avec la rue, mais qui sont inattendus. C'est quand même aussi du sacré là où on ne l'attend pas. Et ça, c'est quand même de vos grandes forces, quoi. Oui, et en même temps, on la maîtrise pas tellement parce que justement, en fait, nous, quand on donne le thème, on sait pas... Si, parce qu'on finit par choisir les personnes, mais j'ai envie de dire, on sait pas d'avance non plus ce que les gens vont nous proposer. Et là, c'est un numéro, en plus, donc chaque fois, on fait un appel à contribution, parce que c'est aussi une façon horizontale de travailler qu'on a voulu mettre en place. Nous, on va chercher des personnes qu'on a identifiées pour un thème, mais on aime bien aussi inviter des personnes à venir à nous. Et là, on a reçu pour ce thème du sacré... je crois plus de 400-500 réponses par mail, ce qui est énorme. C'est monstrueux même à gérer. Et oui, et c'est très frustrant parce qu'il y a des choses qu'on trouve merveilleuses mais qu'on ne peut pas publier par faute de place et parce qu'il y a quelque chose qui répète un petit peu quelque chose qu'on avait confirmé. Enfin, il y a plein de raisons qui expliquent. Mais on ne sait jamais d'avance, qu'est-ce qui va ressortir. Et là, en l'occurrence, ce qui est beaucoup ressorti, c'est la question de l'objet et de l'objet pas sacré du tout en fait. Franchement, dans quoi on donne nos significations, quelle signification on donne à certains objets du quotidien et comment on les élève d'une certaine manière, quoi. Et ouais, et puis ça amène, tu vois, cette question de l'habiter, du soin, etc., ça revient, mais ça n'est pas essentialiste, ça n'est pas, c'est pas allumé, il se passe autre chose, et ça se passe pas dans l'horizontalité, mais aussi dans cette multiplicité. Oui, complètement. Du collectif. Tu parlais d'essentialisme, c'est un truc quand on a fait l'appel à contribution, parce qu'on a dit le sacré, et en fait, en précision, on avait dit PS, pas de féminin sacré, pas de truc, sur ces questions-là, parce qu'on peut vite en venir là. Alors là, c'est une artiste qui est basée à Grenoble, qui est une artiste russe, qui s'appelle Hélène Bezen, et qui fait des choses absolument incroyables. C'est fascinant, son travail, très mystique. Et je voulais absolument qu'on la publie. Elle a accepté, c'était chouette, c'est toujours des belles rencontres. On ne s'est jamais rencontrés en vrai pour le coup. Mais ouais, ça donne toujours lieu à pas mal de surprises.
Donc ouais, je suis très contente de ce numéro. Et avec notamment, je le montre tout de suite, une interview de Laura Mulvey qui me fait très plaisir. Oui. Oui, c'était un honneur de l'interview et c'est sûr. Ah ouais, oui, parce que là en plus, il y a cette autre chose qui est incroyable, c'est d'allier des noms qui peuvent être parfois de grands noms assez célèbres. Bon, Laura Mulvey, c'est pas, je sais pas, le président Macron, enfin, qui a peu de chance quand même d'être interviewé. Non, non, mais pour donner voilà, oui, bien sûr. Tom Cruise, mais c'est quand même. En fait, on aime bien mélanger. Ouais. C'est-à-dire mettre exactement au même niveau des personnes ultra reconnues dans leur domaine, déjà validées, par exemple Laura Mulvey, sur la question du male gaze, théoricienne, critique d'art de cinéma, enfin, et j'en passe. Je la présente pas super bien, mais bref. Et des personnes qui émergent, entre guillemets, c'est-à-dire qui en sont au début de leur écriture. Ben, là, je retombe dans l'abécédaire sur le mot constellation, c'est vraiment ce que vous mettez en place en permanence. Quoi. Oui. Des constellations. Oui, alors c'est une image un peu facile, mais en même temps on l'aime bien, cette image des constellations, où en fait on s'élève les uns les unes les autres, il y a des personnes qui brillent plus que d'autres, enfin... qui semblent briller plus que d'autres. Qui semblent briller plus que d'autres, merci pour... voilà, c'est plus juste. Mais ce tout crée une réalité, enfin c'est comme ça qu'il faut fonctionner, et non pas en rivalité, et non pas avec une approche plus verticale, où en fait, nous, dans notre vue qui est déjà papier, donc qui est une dimension presque un peu élitiste aussi, hein, un objet ça peut être intimidant, un livre, et bien invalider ça en faisant se côtoyer plein de mondes différents. Ouais. Mais parce que moi, honnêtement, c'est pas une revue que j'ai envie de lire à la plage. Non, ouais. Bah, c'est quand même pour moi plus proche des revues d'art quand même, quand je l'ai entre les mains. Oui, alors oui, d'ailleurs ça on sait, hein, parce que par exemple c'est vrai que parfois on a juste envie de lire un truc qu'on peut feuilleter facilement. Effectivement les revues Sensor, je crois pas qu'elles soient les plus faciles quand on a la flemme par exemple. Il faut quand même avoir un peu de courage je pense pour aller parcourir toutes les pages et comprendre, parce que même parfois il y a des concepts qui se rajoutent au numéro, enfin on part dans nos délires nous aussi. En tant qu'éditrice, je veux dire. Donc forcément, il faut suivre. Il faut suivre un peu notre histoire. Il faut suivre, c'est-à-dire qu'il faut apporter un soin à cette lecture. Ce sont des lectures qui vont être soignées. Enfin, je suis beaucoup en ce moment avec cette question du soin. Pas forcément uniquement du côté du care, féminin sacré, mais quelle attention on va porter à la chose. Oui. Oui, mais ça, c'est aussi une question de prendre le temps de la sensorialité aussi de l'objet. Enfin de... On entend d'ailleurs dans le nom. Sainte-Sorte. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, je savais pas. Mais je l'ai entendu là d'un coup alors que tu l'as prononcé. Ouais. Ah bah tu vois, typiquement quand non, je savais pas. Enfin, excuse-moi, je t'ai interrompu en plus. Oui, bah ça pourrait être un argument que je sors maintenant à l'avenir en disant oui, tu vois, c'était tout à fait exprès. J'adore. Mais oui, là, en tout cas la question de la sensorielle est ultra présente et je pense que l'objet y contribue, ça revient à ce que je disais au début de le fond et la forme en fait. Et là, alors j'avais relevé quelques passages à la lecture, j'écris dans les bouquins. Alors l'abécédaire est moins intimidant, donc ça marche. D'ailleurs, on peut même dire qu'il est moins cher qu'un numéro. Oui, on a fait exprès, il est à 15 €. C'était le minimum qu'on pouvait faire pour rentrer dans nos frais. Contrairement à la revue qui est à 20 €, mais c'était une réflexion, on ne voulait pas que ce soit plus de 15 €. Donc ça, c'est quand même important de le dire. Qui est un super format qu'on peut trimballer dans la poche, alors une poche un peu grande, peut-être pas une poche de pantalon femme, mais oui, non. On connaît les débats. Mais oui, plus petit, effectivement, plus facile à tenir, qui s'abîme pas. Le bleu, par exemple, c'était vraiment... Apolline, elle avait vraiment fait une réflexion par rapport à l'allusion au buvard, aux couleurs un peu primaires, comme l'abécédaire, enfin, un truc aussi qu'on peut tacher. Je crois qu'elle a mis des taches, d'ailleurs, derrière. Alors il y en a un peu là, en fait, un peu tacheté. Comme si on avait, tu sais quand tu écris à la plume, et notamment Exactement. Avec les vieilles plumes, et que ça crisse. Voilà. Et donc là on l'a aussi ici, ou qu'on va frotter l'encre. Voilà, et c'est volontaire. Oui, je me doutais. Mais c'est bien petit. Voilà, donc du coup, oui, pour amener vers cet imaginaire un peu écolier, mais accessible, quoi. Et j'avais relevé, je te laisse lire ce paragraphe, peut-être que je le lis pour que tu te reposes un peu. Vas-y, tu peux lire si tu veux. Je suis page 60. C'est dans Éditer. La qualité d'un livre et d'une écriture. Parfois l'enjeu n'est pas dans la maîtrise totale du verbe, mais dans l'importance de porter une personne pour que son récit soit partagé. Par exemple parce qu'il concerne un sujet d'intérêt public ou invisibilisé. Parfois, c'est par la puissance poétique que l'on accède à des messages et des émotions.
parfois encore, il s'agit des deux. Lorsqu'on édite, il est nécessaire de savoir cela, car selon nous, la relation entre l'éditrice et l'auteurice diffère. Donc là, en fait, il y a quelque chose d'extrêmement simple, dans une langue extrêmement simple, et en même temps que je trouve très belle, très efficace. Merci. Et la beauté peut être efficace, elle est parfois inutile, mais ça, c'est encore une autre question. Oui, c'est vrai. Mais qui permet de poser 2 puis 3 voix différentes, tu vois, sur cette division conforme, en fait, et en même temps qui les rassemble et qui finalement va pas être définitive. Et ça, j'avais trouvé que c'était complètement vous, quoi, dans votre travail. Il est nécessaire de savoir cela, donc il y a un point de départ. Et donc, la relation entre l'éditrice et l'auteurice diffère. Et là, en fait, là, c'est le moment où nous, en tant que lectrice, c'est à nous de nous en emparer, parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et je trouve, je trouve que c'est extrêmement émancipateur, en fait, de lire ça, parce que c'est un tremplin, c'est ce qui permet d'avoir un envol. On va peut-être pas le prendre. Moi, je pense pas que je vais devenir réellement éditrice, enfin, autrement que pour les articles scientifiques de mon boulot, mais donc je me pose pas beaucoup de questions pour le papier, tu vois, là. C'est pas moi qui me les pose, en tout cas. Mais ça, le fait de me les représenter, de me les... tu vois, d'être dans la fiction, d'être à mon tour éditrice, en lisant ça, me permet d'accéder à quelque chose... Enfin, moi, ça m'a rendu plus concentrée, je me suis mieux rendu compte de ça. Et pourtant, en tant qu'autrice, quoi. Bah merci, c'est un beau compliment. Ouais, ça me fait bien, mais c'est des trucs, là, tu vois, pareil, j'avais oublié que j'avais écrit ça, alors que c'est vrai que je le prends. Mais, je sais pas, ça a été dur en même temps, je trouve, à l'écriture, de dire certaines évidences aussi. C'est très dur, les évidences. Et là, c'était l'enjeu de ce livre, en fait. C'était l'enjeu de ce ABCDR, enfin, vraiment, c'était ça, c'était... à qui on s'adresse aussi, donc ça a été une question d'ailleurs qu'on n'a pas résolue, entre guillemets, dans le sens où en fait, je pense que à la fois si tu peux être déjà éditrice et le lire et te dire ah ok elles font comme ça elles et avoir une approche un peu comparative, ou alors tu peux aussi débuter et apprendre des choses qui ne seront pas suffisantes, tu ne deviens pas éditrice après avoir lu ce bouquin, hein. Mais en tout cas oui t'as les pistes et poser ces évidences pour montrer le paysage un peu. Je sais pas comment dire, voilà. Non, mais ça fraye le chemin, quoi. Un peu. Et ça permet quand même de se dire, là, voilà, si j'ai envie d'y aller, là, j'ai de quoi réfléchir. Pour voir après si j'y vais ou pas aussi. Et si j'y suis vraiment et que je suis en train de galérer, j'ai quand même une checklist pour l'impression. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est quand même vachement important. Je pense, enfin en tout cas, nous, c'est ce dont on avait besoin quand on a commencé, quoi, tout simplement. Donc, après, oui, se remettre dans la peau de nous, il y a 5-6 ans, qui avons besoin de réponses, était un exercice pas si simple en réalité, effectivement. Non, parce qu'on oublie. C'est Benjamin d'Enfance berlinoise qui raconte comment il a appris à marcher et qui finit par apprendre « je ne le pourrai plus ». Ouais. Puisque maintenant il marche. Ouais, c'est ça. Et c'est très très dur de ça. Et en fait, là, la langue très très simple, la structure très simple en apparence, parce qu'on sait, ça on le répète toujours sur cette chaîne, là je fais la prof, la simplicité c'est ce qui est le plus difficile, mais c'est ce qui permet le véritable partage. Et ça donne vraiment l'impression qu'il n'y a plus qu'à y aller. D'ailleurs, là, j'avais noté un deuxième hors-série s'en est suivi, intitulé 12 fables en colère. Le titre est génial. À partir de chutes de tapisserie récupérées, quelques anneaux métalliques pour assembler le tout, et un pochoir fait à la main, et le tour est joué. Parenthèse, non, en vérité, ça représente un travail monstrueux. Ouais. Pour quand même rappeler que ça, c'est pas si simple. Mais oui, mais c'est comme tous ces, je sais pas, les tutos qu'on peut voir sur internet sur des choses où tout paraît simple, en fait, pas du tout. Enfin, on montre bien ce qu'on a envie de montrer. Et d'ailleurs dans ce livre, et c'est aussi ça qu'on a voulu exprimer à des moments, enfin, que les choses prenaient du temps, que tout n'était pas simple. En réalité, tout peut l'être, dans la forme en plus qu'on donne là de cet abécédaire, c'est comme si ça avait des... Enfin, ABC, t'as lu le truc et c'est bon. Pas du tout. Et on le dit à plusieurs reprises aussi, que tout est quand même plus complexe, on prévient, voilà. Mais tout dépend de l'énergie qu'on a envie de donner, si on a envie d'y aller. Enfin, en gros, on prévient. Disons. Et puis on n'est pas obligé d'avoir telle ou telle exigence à tel endroit. Et à chaque fois, en fait, c'est vous montrer les curseurs possibles et sans jamais dire qu'ils sont exhaustifs. Bien et sûr. Après, c'est aux gens de dire, voilà, en qualité de papier, en esthétique, en machin, là j'y vais pas. Pourquoi on s'est posé cette question? Et ça, c'est aussi très, très, très précieux. J'avais relevé aussi ce passage, les mots choisis et effets stylistiques rendent... Peut-être que je te le fais lire d'ailleurs. Si tu veux, ouais, je
Hop là, Alors, les mots choisis, c'était... Ah oui. Excuse-moi. Alors, donc dans Édité, oui. Les mots choisis et effets stylistiques rendent-ils justice à l'idée cherchant à être énoncée? En révèlent-ils la grandeur, l'injustice, le nouveau paradigme? Doit-on exiger d'un récit féministe qu'il soit révolutionnaire et ne peut-il pas se contenter d'être un divertissement, une échappatoire dans cet océan d'élucubration littéraire misogyne? Éditer des publications féministes nous semble être cela. Être prise en sandwich entre les impératifs de publication de voix et de vécu invisibilisés, le faire correctement, et le faire en s'y retrouvant financièrement. Voici quelques réflexions que nous avons pu nous faire jusque-là. Donc là, après, on liste plusieurs choses, si tu veux que je les lise ou... Oh, bah après, là j'avais lu tout à l'heure la qualité d'un livre, je pense qu'on va aussi renvoyer au livre, mais je trouvais que cette liste était hyper... Enfin, ce départ est extrêmement précieux aussi, et notamment avec cette question de la fiction qu'on évoquait tout à l'heure en déjeunant. Mais voilà, enfin, et d'ailleurs, vous allez vers la fiction. Oui, mais complètement. En fait, moi, je vais redire ce qu'on disait tout à l'heure en déjeunant. J'ai le sentiment, et après c'est vraiment de mon point de vue tout à fait humble, enfin j'ai pas du tout accès à tout ce qui se fait, évidemment, mais j'ai le sentiment que depuis 6 ans, en tout cas depuis le moment où je suis très impliquée et curieuse du monde de l'édition et de ce qui se produit en termes de textes variés, ça a commencé, j'ai l'impression, par déjà juste mettre des mots sur des choses, donc de la théorie, de l'essai, il y a eu beaucoup, qu'il y a eu pas mal d'essais, besoin d'expliquer, de comprendre, et que comme si, en tout cas je pense que c'est mon prisme, hein, clairement, mais qu'il y a un glissement vers plus de fiction, plus de possible. Voilà. Peut-être pas que les fictions remplacent les essais, en tout cas, elles se développent. Alors, évidemment, non, elles ne remplaceront jamais, non. Mais disons que il faudrait les faire cohabiter aussi plus. Enfin, c'est cette question qu'on me dit souvent, la lutte commence dans l'imaginaire aussi. Enfin, nous c'est notre credo. Enfin, quand on voit Censored, on comprend qu'on n'est pas sur quelque chose ni d'universitaire, ni de théorique purement, quoi. C'est de l'expérimentation, c'est visuel, ça part un peu dans tous les sens. C'est très bordel, hein. Mais on aime ça. On aime ça. Et il y a de la fiction dedans, et il y a de la poésie, il y a plein de choses. Mais donc, avec la maison d'édition, donc Édition Trouble, qui a été créée il y a 1 an, donc qui est vraiment le prolongement de la revue, on arrive sur beaucoup plus de littérature, sur de la fiction, de la science-fiction, de la poésie, en termes de livres. Comment vous en êtes venu à passer d'une entreprise qui est devenue une association pour Censored à une maison d'édition? Alors... Oui, un glissement, quoi. Ah, il y a carrément un glissement. Au début, alors, la création d'entreprise, c'est une erreur, mais parmi les nombreuses erreurs qu'on a pu faire dans notre parcours, mais qui nous a appris beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'en fait, très bêtement, on a eu cette idée de magazine. On s'est dit, ok, si on veut créer un magazine et qu'on le vend, il nous faut une structure commerciale. Ce qui n'a rien de bête. Hein, non, mais donc on s'est retrouvés, je sais pas, par exemple, avec un comptable qui n'y connaissait rien, ni à la culture, ni à l'art, ni à l'édition... ça a été compliqué, donc, et en fait, au-delà de ces obstacles techniques, on s'est aussi dit, mais en fait, écouteux. C'est cher les comptables, comptable ça compte. Hein. Oui. Et en fait, on s'est rendu compte que, exactement comme on pense la forme, la structure commerciale... La pub vivante. La structure commerciale d'une revue féministe, est-ce que ça... Enfin, la structure, pardon, d'une revue féministe, est-ce que ça doit être commercial? C'est une vraie question. Parce qu'en fait, c'est pas compatible, en fait. Enfin, c'est une réflexion qu'on s'est faite. Très, très compliqué. Enfin, il y a plein un axe qui sert, par exemple, beaucoup à attaquer Karine de Haas ou d'autres. Moi, dans les faits, c'est le féminisme qui me fait bouffer. Parce que mes recherches portent sur le féminisme. Oui. Mais je ne suis pas payée en tant que féministe, je suis payée en tant que chercheuse. Ouais. Mais c'est une vraie question. Ouais, voilà. Et donc, du coup, on s'est dit, est-ce qu'on peut vendre du féminisme et essayer de faire fructifier? Par exemple, à un moment, on a eu beaucoup la question, parce qu'on a fait des financements participatifs, et on était vachement conseillés, et les conseils, c'est que du marketing, et c'est vraiment des techniques capitalistes, quoi. Et en fait, on se retrouvait à des moments, mais on en rit, mais en même temps... Ça questionne, on disait, mais alors attends, et si on faisait ça, et si on faisait ce packaging là, et machin, et quoi? Et on disait, mais attends, est-ce qu'on n'est pas en train de passer de l'autre côté de... Est-ce que c'est toujours ce que vous avez envie de faire? Ouais, et on s'est dit, est-ce que ça tombe pas dans un truc capitaliste, quoi? Enfin, et donc la limite, elle est très ténue, en fait. Il y a vraiment un truc qui n'est pas assez... Voilà, ça touche aussi à la question de l'indépendance des médias, des revues, des maisons d'édition, etc.
féministes, entre guillemets, des collections ouvertes par des groupes, ce qui appartient à Bolloré, j'en sais rien, il y a plein de trucs à réfléchir. Et donc, la réflexion, ça a été, puisque de toute façon, nous, on gagne pas d'argent, on arrive juste à autofinancer, on sort de la structure commerciale. Premier glissement vers l'association, parce que non lucratif, et parce que, en fait, nous, on s'est rendu compte que c'était aussi notre engagement. Notre engagement, c'était de rendre visibles des textes et de permettre à des personnes de se propulser, de les faire émerger, de les aider. Donc on s'est dit qu'il y avait une forme d'engagement, donc associatif, etc. Et dans la foulée, parce que dans la revue, il y avait beaucoup de textes qu'on trouvait super. Je pense à Constance Pina, qui a été le premier livre et ses politiques qu'on a publié. Que j'ai pas, mais c'est... Ah oui, mais j'aurais pu te l'apporter aujourd'hui. Mais j'ai eu assez de cadeaux comme ça. Oui, mais bon, t'aurais eu la collection quasi complète. Enfin, non, oui, mais je vais compléter moi-même, c'est bien aussi. Parce que ça, voilà, c'est quand même bien quand vous voulez soutenir les gens, ça implique aussi d'acheter les exemplaires au moins de temps en temps quand vous pouvez le faire. Et oui, c'est vrai. Voilà, donc j'irai l'acheter avec mes petits après, voilà, on n'est pas là non plus pour absolument faire vendre. Non, mais là, moi, c'est pour ça que c'est moi qui le dis et pas toi. Mais en tout cas, pour en revenir à Sensord, et en fait, il y a des personnes qui se sont découvertes aussi, je pense, à l'intérieur, on en parlait tout à l'heure. Et je pense que Constance Pina, ça a été ça, c'était dans le numéro 4, je crois qu'il avait écrit un texte qui s'appelait « Nous sommes à l'aube d'une révolution romantique intersectionnelle », quelque chose comme ça. Et qui a été déclencheur pour lui sur sa question de l'amour queer, de la question des extrêmes droites et du fascisme, et qui lui a fait germer cette petite graine d'un futur bouquin, d'un essai politique. Et en fait, bon, il y a eu plein de personnes comme ça dans Sensord, on s'est dit, oh là là, mais son texte, ça devrait être un bouquin en entier, qu'est-ce que c'est frustrant de voir que 2 pages, 2-3 pages. Et donc, on s'est dit, on crée une maison d'édition. Donc Apolline, au début, était un peu... elle était pas ok, quoi. Parce qu'on était déjà très fatigués, ça demande énormément d'énergie de faire Sensord. Donc en fait, elle était là, genre, non, mais tu vas pas me rajouter encore un truc en plus, là, c'est pas possible. Mais on le fait quand même. Et on le fait de façon douce, entre guillemets, on n'y va pas à fond, mais ça demande quand même du travail, hein, mais voilà. Et c'est juste le prolongement, logique, tout simplement. On prolonge des textes qu'on a pu publier dans Sensord, avec des personnes avec qui on a eu des affinités intellectuelles, même amicales aussi, ou en tout cas on sait qu'il y a quelque chose qui mérite d'être dit plus largement dans un livre à part entière. Donc Édition Trouble est née en 2023, je crois, avec ce premier livre, Manifeste pour une démocratie déviante de Constance Pina. Et après on a sorti l'abécédaire, puis Hard, et puis on a d'autres projets à venir, mais petit à petit on y arrive. Ouais. C'est incroyable. Moi, je commence à avoir posé un peu les questions qui me venaient là, comme ça. Je suis hyper admirative. J'avais tout à l'heure la réflexion, tu disais c'est une évidence, et j'ai eu le mot, l'expression lieu commun qui a jailli, en me disant lieu commun c'est un lieu qu'on partage en fait. Et je trouve que vous le faites vraiment bien à toutes les étapes. Là, l'abécédaire, il est toujours en circulation. Oui, alors je pense... Comment ça se passe d'ailleurs la distribution? Eh bien, alors, il y a une entrée. Non, mais ça... Alors, on n'a pas toujours fait pareil, cela dit. Au début, on autodistribuait, c'est-à-dire qu'en fait, quand on faisait imprimer, tout était livré chez nous, et que nous-mêmes, avec nos petites valises et nos petits chariots, on allait dans les librairies. Vous dites à un moment, il faut acheter un diable ou un caddie, ou non, quoi, pour pas se péter le dos, non, mais c'est bête. Comment faire avec la poste. Ça, c'est des choses très bêtes, mais qui sont incontournables, et nous, franchement, ça a été des moments de fatigue extrême qu'on aurait pu s'épargner, franchement. Donc oui, ça fait partie des choses simples qu'on a voulu dire. Acheter un chariot. Quand on trimballe souvent des livres, des cartons, oui. Ah non, oui, parce que c'est... on a l'impression qu'éditer des textes, c'est un truc un peu éthéré, genre on fume la pipe dans des bureaux. Non, ça peut arriver. Oui. Mais concrètement, on trimballe des cartons aussi, quoi. Ah ouais. Ah non, mais clairement tout le temps. C'est la logique, franchement, dans nos appartes... Mais il y a des piles dans tous les sens, des cartons, ça fait partie du paysage de nos maisons, quoi. Vraiment... Et c'est lourd, et c'est complexe, et c'est quelque chose qu'il faut toujours anticiper. Et alors les objets que vous avez pu éditer aussi, comme là j'ai les cagoules qui me reviennent en tête, justement, ou... Alors ça c'est des produits dérivés tout simplement, ça c'est tout à fait une stratégie de vente, d'édition, qui est vieille comme le capitalisme. Dans le sens où c'est connu que quand tu... Alors, non, il y a 2 sujets quand même. Ah voilà. Il y a le sujet, on veut vendre plus de livres, et en fait souvent au début ça a été vraiment ça, et d'ailleurs on l'explique dans le livre. Parfois on n'avait plus assez de sous pour payer notre imprimeur.
Et on disait, mince, mais comment on peut faire et tout, parce que là, les ventes sur notre site internet, elles vont plus, comment on fait pour booster? Et donc pour booster, et ben on se dit, bah viens, on fait un t-shirt, un tote bag, une cagoule et tout. Enfin la cagoule, justement, j'en reviendrai après, parce qu'après on est parti un peu plus loin. Ça concerne Apolline surtout. Okay. Et donc, c'était une façon de booster nos ventes, en fait, clairement. Et d'ailleurs, je crois que j'ai appris ça récemment, que le t-shirt We Should All Be Feminist, qu'on a vu de partout, qui a été complètement matrixé par le capitalisme, en fait, je crois qu'il vient à la base d'une revue. Alors, j'ai pas l'histoire, il faudrait que je revérifie, mais il me semble qu'en fait, l'histoire de ce t-shirt, c'est qu'en fait, c'était un merch, exactement comme nous, on s'est posé la même question, pour accompagner une revue ou un livre. Donc en fait, ça vient de là, hein, ce truc. Bref, donc nous on a fait exactement la même chose, qui est la même sauce que tout le monde fait, enfin plein de revues féministes font ça, de créer du merch, des produits dérivés qui accompagnent et qui permettent de gagner un peu plus d'argent et de renflouer nos caisses. En fait, il y a ça. Parce que l'autre, c'est une vraie question, tenir le budget en permanence. C'est d'ailleurs la première étape des rétro-plannings pour faire un numéro. On fait un rétro-planning, le départ c'est le budget. Ah bah oui, c'est c'est combien ça nous coûte à produire, qu'est-ce qu'il nous faut, enfin... Et après, on sait que c'est graduel, enfin, les ventes, c'est pas tout d'un coup. Quand on sort un numéro, il n'y a pas d'un coup 2000, 3000 exemplaires qui sont vendus tout de suite. C'est pas possible. Donc en fait, ça s'étale dans le temps. Sauf que nous, on a une facture d'imprimeur qui tombe tout de suite. Donc comment on fait? Donc du coup, bon, ça amène à plein de stratégies, dont celle-là des objets. Ensuite, il y a l'autre sujet du merch et des produits dérivés, qui en fait sont pas vraiment uniquement des produits dérivés. Apolline, ce que je disais au début, c'est qu'elle a fait une école de mode, qu'elle est vachement intéressée par la question du vêtement. Alors non pas du tout dans une approche commerciale et tout, mais vraiment dans une approche artistique où elle aime bien expérimenter des choses. Et en fait, c'est aussi son terrain d'expression à elle, elle adore en fait faire ça. Donc ça a donné lieu où il y a des cagoules, qu'est-ce qu'on a pu faire, des écharpes, des t-shirts, en plus fait main, enfin je veux dire, à chaque fois c'est un sujet même de dispute, parce qu'on se dit non mais Apolline, tu peux pas encore faire un truc aussi long et compliqué à faire, mais en fait elle adore, enfin c'est pas juste faire imprimer un slogan sur un t-shirt, ça c'est un peu chiant. Alors que créer des objets presque comme des magazines en fait, c'est aussi quelque chose qu'on pense quand on veut faire. Là par exemple, on est en train de réfléchir à... Bon, je sais pas quand la vidéo sortira si on les aura fait ou pas, mais à des carnets par exemple. Mais à des carnets, alors c'est même pas des carnets, c'est des housses de carnets en fait, matelassés, upcyclés avec des tissus de housses de couette, enfin bref. Et ça c'est des réflexions en fait parce qu'on veut voir l'objet et on veut qu'il soit beau, c'est pas juste on veut vendre en fait, c'est un terrain d'expression artistique aussi. Donc ça mêle un peu les deux. Voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, ça répond complètement à la question, et puis avec toujours cette ligne à tenir entre les deux. Là vous êtes sur le lancement de Art d'abord, du numéro 10 ensuite. Oui. Ça va? Ouais, ça va. Bah là... Ça fait beaucoup quand même. Oui, je parlais je parlais d'édition Troupe qui est née il y a un an, un peu plus. Et bien là, ce numéro 10 je le remonte. Qui est là, et bien a priori ce sera le dernier. Et c'est une décision qu'on a prise de façon tout à fait sereine cet été. En fait, avec Apolline, souvent, ce qu'on fait, c'est que quand on est en bouclage d'un numéro, on parle déjà du suivant. En disant, oh là mais j'ai trop hâte de finir celui-là pour qu'on commence le prochain, etc. Et là, je pense que, après 6 ans et 10 numéros, symboliquement, je sais pas, on s'est dit, mais en fait, c'est le dernier. On s'est même pas concerté et on était d'accord, on y avait pensé indépendamment l'une de l'autre. Et c'est pas quelque chose de triste, quoi, c'est quelque chose d'assez joyeux, c'est une décision assez joyeuse au final, où on s'est dit, on n'a pas non plus cette prétention de vouloir durer le plus longtemps possible, c'est pas une compétition non plus de, voilà. C'est juste, nous on a fait ça un moment. De toute façon, Censored a toujours été et sera toujours, je pense, quelque chose d'assez mouvant, en fonction de nous, comment on est, etc. Il se trouve que là, on a envie d'aller plus sur l'édition et sur d'autres projets perso, enfin voilà, on grandit aussi, on avance. Et du coup, ça implique de lâcher symboliquement un peu le sac de Censored, dans le sens où c'est aussi un poids de gestion, un poids financier, de coordination, c'est quelque chose d'énorme, et c'est ce qu'on t'expliquait aussi au lancement hier, c'est que c'est différent d'éditer une personne dans le cadre d'un livre où il y a une dimension très profonde avec une personne. Attends, rattrape Ard, on va quand même la remontrer parce que c'est quand même chouette. C'est oui, très très beau. Donc Ard, par exemple, je pense à Mardi Forestier, à Constance Pina, bon nous c'était nous, donc c'est différent, mais disons qu'on a un lien unique avec une personne.
Et c'est beaucoup plus simple à effectuer d'un point de vue graphique, maquettage, suivi éditorial, on s'est plus collectivisé. Et donc, c'est plus léger à faire qu'une revue qui demande énormément de coordination, parce que dans chaque numéro, il y a au moins une vingtaine de personnes. Et il y a cette frustration de pas pouvoir aller plus loin. Par exemple, tu vois, quand t'as publié ton texte, on s'est téléphoné une fois longuement, on a échangé vite fait. Ouais. C'est à peu près tout, tu vois. Après, on s'était revus à la lecture, mais très vite. Oui, mais tu vois, là, et ça crée cette énorme frustration, et aussi ça pose une question de soin. On peut pas assez prendre soin des personnes qui bossent avec nous dans Censored. Après, en même temps, bon, c'est juste une revue, c'est un petit texte, c'est pas comme si c'était un énorme livre. Mais en même temps... Alors, moi, je me suis sentie bien soignée. Hein, oui, ça mais peut te rassurer. Tout le monde peut... Enfin, voilà, il peut y avoir... On peut avoir envie d'approfondir, en fait. Oui, et c'est pas forcément dire qu'on a... Enfin, tu ne l'as pas dit d'ailleurs, ça n'est pas négligé que de vouloir approfondir d'autres façons à un autre moment, de passer de quelque chose qui va toujours être collectif quand même quand on fait de l'édition, mais qui est peut-être en cercle plus intime, d'une certaine manière. Exactement, c'est une autre approche en fait, on sent ce besoin d'évolution. Et donc, voilà, là où maintenant, quand je parle aujourd'hui, je sais plus combien on est, mais le 17 octobre et bien, on n'a pas encore fait l'annonce de cette fin du numéro, et on est vraiment en réflexion de comment on va le faire. En fait, encore une fois, on n'intellectualise pas tout de suite, on décide d'abord, on sait qu'on ne fera pas de prochain numéro Censored, ou peut-être qu'on en fera un, je sais pas, dans 10 ans, j'en sais rien, peu importe. En tout cas, c'est pas prévu de le faire. Ouais, on a décidé d'arrêter, et là maintenant, on en est vraiment en phase de réflexion de comment on va l'annoncer, parce que ça compte aussi, c'est important aussi de soigner aussi la fin, quoi. Et comment Censored va évoluer aussi, le nom Censored, parce qu'on a aussi un site internet, un compte Instagram, une communauté, une newsletter qu'on a construite pendant longtemps et qui est fidèle en plus. Enfin, vraiment, il y a quelque chose d'assez précieux qu'on a avec notre lectorat. C'est une grosse communauté. Oui, et donc on peut pas arrêter comme ça d'un coup. On a toujours envie de continuer à publier des recommandations culturelles, des réflexions. Donc là, à l'heure où je parle, je sais pas encore comment ça va se passer, mais en tout cas, c'est pas la fin de Censored, c'est juste la fin de la revue papier. Ensuite, Censored en tant que... peut-être uniquement sur Internet ou quoi, ou alors même pour des événements, des talks, on sait pas encore, on réfléchit. Ouais. Mais c'est bien Enfin, moi, je trouve précieux, mais c'est vraiment un mot que j'aurais beaucoup employé aujourd'hui, mais de s'écouter, d'écouter l'envie qu'on a ou qu'on n'a pas. Exactement. Et peut-être que l'envie reviendra, peut-être pas. Peut-être qu'elle va revenir pour autre chose, peut-être pas. Et là, s'il y a une autre envie, et qu'en plus... Enfin, c'est pas le fait que les envies sont forcément concurrentes, mais il vaut mieux suivre l'envie qu'on a et pas celle qu'on n'a plus. Exactement. Et en fait, nous, Censored, étant bénévoles sur ce projet qui nous prend beaucoup de temps, en fait, à partir du moment où c'est plus un plaisir de le faire, ça sert à rien parce qu'on va plus vouloir mettre autant de soins. Et bon, c'est pas que c'était un poids, mais c'est quand même une grosse gestion qui est lourde, et donc on s'est dit non, mais en fait, si ça baisse en degré d'excitation pour nous, on peut pas. Non, puis c'est pour que ça ne le devienne pas un poids. Et non, mais exactement, enfin, je veux dire, on fait pas ça pour se flageller, donc hors de question. On a d'autres projets, enfin, Apolline a des projets de créer des vêtements, j'ai un projet des projets d'écriture personnelle, on a cette maison d'édition, donc on est bien occupés, hein. Donc voilà, c'est juste une mutation. Et encore une fois, il y a cette question de Censored qu'on a toujours eu du mal à nommer. Au début, c'était plutôt côté presse, ensuite plutôt édition, art, etc. C'est cette question de fluidité, en fait. Enfin, en fait, Censored, on l'a créé entre deux sœurs, il y a eu plein de monde qui nous ont rejoints à des moments, et ça évoluera comme on aura envie que ça évolue en fonction de nous, en fait, tout simplement. Et c'est ok, on trouve ça beau de le faire comme ça, et que ce soit assez naturel, oui. Je suis hyper heureuse que tu en parles là, comme ça, et on verra quand est-ce qu'on publie ça. Est-ce qu'il y a des... Je pense que c'est une belle fin. Oui, je crois. Je crois que c'est pas mal. En tout cas, donc je n'ai pas encore lu Hard, mais ça arrive très vite. Je l'ai partagé en story hier. L'abécédaire, c'est même agréable à lire. Moi, je l'ai lu de A à Z. Je crois que c'est assez rapide. Enfin, ça marche très très bien. Tant mieux. Évidemment, la revue, puisqu'on passe au stade archive... Pour clore, ce qu'on va faire avec la fin de la revue, je pense, c'est très techniquement prendre nos numéros qui nous restent chez nous et aller en distribuer dans des fonds d'archives. Ouais, mais ça c'est aussi pour que ça existe à des endroits et qu'on l'inscrive aussi quelque part
pour que d'autres personnes puissent s'en saisir et qu'il n'y ait pas cette question d'invisibilisation aussi de notre travail. Et puis ça va toujours dans des espèces de courroies, pas exactement toujours de transmission, mais de partage. Oui. C'est ça, c'est... Je crois que là, pour parler d'auto-édition et d'édition féministe, on est servi, on a tout ce qu'il nous faut. Merci. Un grand merci à toi. Et je vous dis à bientôt.